Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce premier numéro de Questions de sport. Au lendemain de la Coupe d'Afrique des Nations 2019, vous le savez, on était allé en congé pour laisser place, céder l'espace aux Lions indomptables du Cameroun et cette 32e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Mais nous sommes de retour ce jeudi. Comme tous les jeudis, on pose des questions, un questionnement assez long sur les questions de sport au Cameroun et à l'international. Au menu de Questions de sport ce soir, sujet majeur, la CAN 2021. Bis repetita par rapport à 2019, on essaiera de répondre à cette question avec la sortie du ministre algérien qui a donné l'alerte, comme l'avait fait par le passé un certain ministre des Sports marocain. Autour donc de cette émission, d'autres sujets tout aussi alléchants qui ont fait l'actualité avec cette double espoir donc des équipes internationale de volleyball, équipe masculine, équipe féminine, les dames qui ont remporté la CAN du côté de l'Égypte et les hommes qui ont chuté en finale et qui se hissent sur la deuxième place après leur faux pas il y a 2 ans qui avait donc terminé troisième. Les secrets de la réussite de cette fédération camerounaise de volleyball, on en parle dans ce programme. Autre sujet d'actualité, problème de mœurs, Lion notable du Cameroun, le cas Clinton J qui fait donc débat. Que risque donc l'international camerounais qui vient de reprendre donc avec son club du côté de la Russie, le Dynamo Moscou, son nouveau club. On parlera également de compétitions africaines avec le premier tour. UMS Stade Renard sont en train de changer tout le staff, changer de joueurs à 1 semaine et demie de leur première sortie dans cette compétition face à des adversaires de gros calibre. Et puis on terminera avec le cas d'Amat et la prise de pouvoir de la FIFA au sein de cette confédération africaine de football. Mesdames et messieurs, bienvenue à Questions de sport. Notre premier invité ce soir est un consultant des questions sportives. C'est Charles Mongue-Mouyeme qui est avec nous ce soir. Bonsoir Charles. Bonsoir, je salue tous ceux qui nous regardent en ce moment. À mes côtés également 2 journalistes de sport. Tous reviennent de l'expédition égyptienne. Je commence par Léger Tienche qui est en bleu ce soir. Bonsoir Léger. Bonsoir Marc, bonsoir Charles, bonsoir à tous ceux qui nous regardent ce soir. Vous êtes journaliste à 45x2.com. Le site se porte bien? Ouais, ça se porte bien. On se bat comme un peu pour informer les Camerounais sur l'actualité qui concerne le football. Ouais. Et puis, autre journaliste de sport, c'était un homme tout-terrain. Aujourd'hui, 4 Coupes d'Afrique des Nations. Il commence à grimper également avec les compétitions mondiales et les Jeux africains. Sylvain Kwambi de Pressport.com est avec nous. Bonsoir Sylvain. Bonsoir Marc Chameau, bonsoir à tous les téléspectateurs de Canal 2, bonsoir à tout le panel. C'est un plaisir de me retrouver sur votre panel. D'accord, il y a assez de sujets d'actualité. On va démarrer juste après une légère transition avec le premier arrêt, le cas du volleyball. A tout de suite. Question de sport avec le cas du volleyball. 2 Coupes d'Afrique des Nations pour les 2 genres. Coupe d'Afrique des Nations masculine, Coupe d'Afrique des Nations féminine de volleyball. Les dames qui ont remporté haut la main donc la compétition et qui ont conservé leur titre. Sylvain Kwambi, vous étiez du côté du Caire en Égypte. Vous avez suivi cette équipe lorsqu'elle est entrée dans sa phase, dans la ligne droite pour aller remporter le titre. Un seul match perdu face au Kenya en phase de groupe. Et puis, elles ont supplanté cette équipe en finale. Comment est-ce que vous pouvez faire cette comparaison entre l'équipe de 2017 et 2019? Est-ce qu'on a gagné en maturité? Est-ce que c'était le même niveau? Ou bien on peut aspirer plus pour les compétitions mondiales à venir de cette équipe? Je pense que c'est beaucoup plus la maturité, comme vous l'avez évoqué. On a senti que cette équipe a gagné en confiance parce que lors de l'édition 2017 qu'elles avaient perdue, ça s'est beaucoup plus joué sur le mental. Qu'elles avaient gagné à domicile. Qu'elles avaient gagné autant pour moi à domicile. Ça s'était joué sur le mental, mais on a quand même remarqué qu'il y avait beaucoup de déchets qui ressortaient. On a senti à un moment qu'il y avait un certain doute qui animait cette équipe. Et il y a eu des réajustements qui ont été faits. Il y a eu des nouvelles joueuses qui sont arrivées, particulièrement les binationales et certaines joueuses qui évoluent sur le plan international. Et il faut aussi dire que l'autre différence, c'est qu'après 2017, la plupart de ces joueuses sont passées professionnelles et cela a certainement aidé le coach Jean-René Akono à véritablement bâtir cette équipe. Mais le gros du travail, c'est, à mon avis, la politique qu'est en train de mettre en place la Fédération camerounaise de volleyball, même si cette politique, pour l'instant, me laisse un peu sur ma faim parce que elle n'est pas encore complète. Le volleyball ne se joint pas ou ne se joint plus sur tout l'étendue
du territoire. Ouais, et justement, en parlant de cette fédération camerounaise de volleyball, Charles Mongué Mouyeme, on voit les résultats des équipes nationales, dames, double championne d'Afrique en titre, les hommes qui ont échoué à quelques points seulement de remporter cette CAN pour la 3e ou 4e fois, si je m'abuse. Quels sont les secrets de la réussite de cette fédération? Est-ce qu'elle fait ce que les autres fédérations n'arrivent pas à faire? Alors, je ne sais pas si c'est la fédération qui réussit ou les sélections nationales. Moi, je dirais plutôt que c'est les sélections nationales de volleyball qui réussissent. Évidemment, elles sont pilotées par la fédération, mais elles réussissent plus. Si vous avez suivi ce que Sylvain Kwambi a dit à la fin, c'est pour dire qu'à un moment donné, vous vous dites, est-ce que ce n'est pas la Fédération internationale de volleyball du Cameroun? Au lieu de FECA Volley, c'est la Fédération internationale, parce qu'elle est très bien aussi au plan international. Beaucoup de stages, beaucoup de préparation. On recherche des binationales, on travaille bien, mais en interne, il y a un problème au niveau local. Vous êtes à Douala, vous ne savez pas où aller regarder le volley. C'est quand même la 2e ville du pays. Ouais. Je ne sais pas si on sait où aller regarder le volley à Bafoussa, Mabouya, etc. Je ne sais pas. C'est quand même la portion congrue. Donc, je dis, je ne connais pas la stratégie de la fédération de volley. Est-ce qu'elle veut faire briller ces sélections nationales pour donner envie aux jeunes à l'intérieur pour qu'ils s'intéressent un peu plus au volleyball? Je n'en sais rien. Est-ce que c'est la bonne méthode? Puisque les experts du sport nous disent que la pyramide, la base, c'est le pays, les jeunes, les enfants, etc. Quand vous écoutez, vous craignez que cette génération passée, qu'il n'y ait pas la relève suffisante? Oui, que ce soit... Parce qu'on a déjà eu de très belles générations. Hein. Vous vous souvenez, les Yokokudi, les Manix, comment ils s'appelaient, Batix, les Bowen, etc. C'était une génération dorée qui allait nous gagner une coupe africaine avec meilleurs joueurs, etc. Mais après, c'est passé. C'est pour ça que je dis, est-ce que... Et puis, on avait cassé le stade, c'est Madagascar. Oui. On avait détruit. Donc, là où on produisait les volleyeurs à l'appel, bon, ils étaient un petit peu en train de se chercher. Moi, je dis, les équipes nationales réussissent bien en ce moment. Sincèrement, elles se battent bien au niveau africain, parce que j'ai entendu les volleyeuses en question. Ouais. Elles ont une autre compétition mondiale. Le tournoi qualificatif olympique international, voilà. Où elles viennent de s'incliner. Elles ont dit qu'elles vont 3-7-0 face au Brésil. Elles ont dit clairement qu'elles vont apprendre. J'ai entendu leur capitaine dans la radio qui a dit « Nous allons apprendre ». On est championne d'Afrique, mais on va apprendre. C'est dire l'écart qu'il y a encore. Donc je pense qu'on ne devrait pas parler de réussite, si on veut, sur le plan africain, mais sincèrement, la fédération, elle gagnerait à nous expliquer sa stratégie. Parce que pour que le volley dure, il faut le faire jouer par beaucoup de Camerounais. C'est vrai, il y a Finasco, etc. Mais tout ça est un peu flou en interne. Avec des revoir sa politique interne. Avec beaucoup de querelles au niveau de la fédération. C'est vrai que là où ils réussissent aussi, c'est qu'ils réussissent à se faire beaucoup d'amitié dans les médias, dans la presse. Comme ça, on ne regarde, il n'y a pas un regard sévère contre cette fédération. Oui. Donc, beaucoup de journalistes les caressent dans le sens du poil. Ça leur permet de travailler tranquillement parce qu'il y a quand même des choses qu'on peut questionner. Quand vous entendez qu'on emprunte de l'argent dans les tontines pour aller faire des compétitions, dans un État, ça pose problème. On devrait regarder de plus près. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le président doit se mouiller à ce point? Une fédération qui a des sponsors aussi. Elle a quelques sponsors, oui, qui sont... j'en ai vu quelques-uns, qui peuvent mentir, je suppose aussi. Ils se battent, ils se débrouillent. Peut-être un peu plus que les autres. On peut dire que c'est les bons pays. Est-ce que cette fédération camerounaise de volleyball, est-ce que cette fédération camerounaise de volleyball ne souffre pas du manque d'intérêt du ministère de tutelle qui accorde un peu plus d'espace au football au détriment des disciplines comme le volleyball qui pourtant est en train de gagner des titres année par année? Ben c'est vrai qu'on a fait ce constat-là que cette fédération est un tout petit peu délaissée parce qu'on n'a pas compris pourquoi
lors de la finale au Caire, le ministre n'était pas là. On a dit même que lorsque l'équipe quittait, l'équipe était partie du Cameroun en catimini. Donc je crois qu'il faudrait véritablement que cette fédération-là se fasse accompagner. Le constat est clair qu'au-delà du fait qu'il y a des réussites au niveau de l'équipe nationale, mais sur le plan local ou alors sur le plan national, ça ne se joue pas beaucoup. J'espère que les titres gagnés, que ce soit chez les hommes ou alors chez les femmes, va susciter des licenciés pour qu'on puisse avoir un championnat sérieux qui se joue partout. Parce que lorsque vous regardez là, ça prouve véritablement qu'il n'y a pas que du talent chez les jeunes Camerounais en termes de football. Ça montre également que sur le plan du volleyball, on peut avoir des très belles générations. Ouais. Il faut saluer cette équipe féminine qui nous a fait rêver au Caire parce que ce n'était pas facile face à une équipe du Kenya qui est habituée à gagner des titres africains. Sur le tie-break, on avait un tout petit peu eu peur parce que le Cameroun a commencé très mal et après les Lions se sont rattrapés pour finir. Donc il faut saluer surtout le mental de ces joueuses-là qui étaient exemplaires. Et quand vous regardez quand même à la fin de ce tournoi, quand vous regardez les distinctions individuelles, c'est pratiquement le Cameroun qui a tout raflé. J'espère qu'on est en train de travailler pour la relève parce qu'il faudrait véritablement qu'on ne s'arrête pas seulement à ce niveau. Il faudrait véritablement on fasse une programmation pour qu'on puisse avoir un championnat sérieux qui va, pourquoi pas, ravitailler les sélections nationales pour qu'on soit toujours champion. Ouais, et on rappelle que ces victoires peuvent susciter des vocations et augmenter le nombre de licenciés. On espère. Ouais. On espère. Je pense que si c'est ça leur stratégie, ben maintenant, ils doivent donc capitaliser les victoires. Ouais. Mais celle qu'on a eue à Yaoundé chez nous, je ne sais pas jusqu'à quel point elle a été capitalisée sur le plan local. C'est vrai que depuis on a une sélection des U18. Ouais. Oui, on a une sélection des U18 qui est justement en stage actuellement. Ce qu'il faut plutôt dire, c'est que il faut quand même reconnaître que le volleyball sort d'une certaine léthargie et qui n'avait plus vu ce volleyball-là rayonner sur la place continentale. Maintenant, je voudrais rassurer M. Charles Mouyenga que la fédération ne s'est pas fait des amis, la preuve. Non, je dis qu'elle a beaucoup d'amis dans les médias. C'est pas faux. Non, oui, peut-être. Maintenant, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Lorsque je regarde, c'est-à-dire je prends le regard externe, parce que je ne suis pas ami de cette fédération, vous pouvez en être sûr, on se rend quand même compte qu'il y a une certaine politique qui est en train d'être mise en place, mais qui est plombée par le contexte que vous évoquiez tout à l'heure, c'est-à-dire les querelles. On sent bien qu'il y a une fronde et il faut aussi dire que le fait qu'on n'ait pas parlé d'élection, il y a eu comme une sorte de délaissement. Et comme la fronde s'est complètement étirée, ça a fait qu'il y a un certain désintéressement de ceux qui avaient la volonté de s'investir dans la pratique. Donc il y a aussi cet environnement qu'il faut regarder et peut-être ça a redirectionné le président sur la scène internationale à concentrer les résultats en attendant que les choses se réorganisent. J'ose croire que c'est le cas. Maintenant, sur le plan de la communication, il faut quand même dire qu'il y a j'ai le sentiment que vous dites qu'elle a des amis dans les médias, mais j'ai le sentiment qu'il y a un déficit de communication. Il y a un problème. Cette fédération a un problème d'image, c'est-à-dire elle ne valorise pas suffisamment ses succès. Ça vient de ce que ceux qui communiquent, c'est pour ça que je parlais des amis, ne communiquent pas beaucoup pour la fédération, mais surtout pour le président. Or, c'est une association. C'est-à-dire que quand c'est une association, c'est l'institution qu'il faut mettre en avant. Mais beaucoup de ceux qui viennent dans les médias vantent plus le président lui-même que la structure qui doit l'accompagner, qui est vraiment la fédération. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, ça peut paraître, on peut croire qu'on ne vulgarise pas assez, parce qu'il faut aller dans les établissements scolaires, il parle de licenciés, il faut savoir combien il y en a. Il faut des occasions de jouer au volley. On le joue où? Il y a des gymnases, est-ce qu'il y a le matériel, est-ce qu'on trouve les filets partout? Est-ce que l'école publique a quoi regarder un peu de là on est en train de construire? Mais vous savez, Charles, que sur le plan infrastructurel, ça c'est un programme qui devrait être mis en place par l'État. Malheureusement, on espère que les complexes, parce qu'aujourd'hui, dans le débat, peut-être lorsqu'on va arriver à ce niveau, vous allez vous rendre compte que ce qui avait été présenté hier comme des grands complexes multisports, on est beaucoup plus concentré maintenant sur les stades, sur le terrain de foot. Mais seulement l'autre chose aussi qu'il faut remarquer, moi je l'avais dit sur un plateau, je ne sens pas les autres fédérations dans ces constructions. Ces fédérations devraient aller regarder ces chantiers et demander où est notre gymnase pour jouer au volley. Justement, il ne faut pas faire comme si ça concerne le foot et qu'il n'y a que le foot qui y va
il faut que le volley se joue dans un gymnase. Bien sûr. Mais allez à Japomadi que montrez-nous notre gymnase. Nous voulons notre gymnase. La natation. On dit qu'on fait des piscines olympiques. Il faut y aller. Peut-être elle a pensé autrement, puisqu'on a vu une politique de mise en place d'infrastructures. Je crois qu'il y a un gymnase qui a été construit au nord, à Nitoku. C'est vrai que la fédération de volleyball est en train de... Nitoku, je crois qu'il y a 3 ou 4 localités où elle a essayé de mettre sur pied des terrains. À l'ouest également, où elle a essayé de terrains praticables pour permettre de former de jeunes. Certainement aux jeunes qui veulent... C'est indéniable qu'il y a de la volonté. Voilà. Il y a une certaine volonté quand même. D'accord. Je pense que... on peut faire mieux. Beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Merci à vous, messieurs les experts, ce soir, pour répondre à ces questions sur le volleyball camerounais. On migre, on change de sport, on parle de football à présent, une affaire de mœurs. C'est vrai qu'on n'aimerait pas en parler parce qu'on parle beaucoup plus de terrain, mais c'est l'actualité qui s'impose à nous. On parle désormais de la sextape, célèbre sextape de Clinton Ndiaye, qui est apparu sur les réseaux sociaux donc samedi dernier, qui a fait les choux gras de la presse et des réseaux sociaux. Mais j'aimerais qu'on oriente le débat tout en regardant les images et les espoirs de ce joueur avec les Lions indomptables du Cameroun. Vous vous souvenez de l'affaire de Ribéry aussi. De Ribéry aussi. Vous vous souvenez de cette affaire en Angleterre de John Terry. De John Terry qui a perdu le brassard. Qui a perdu son brassard simplement parce qu'il est allé, il est allé avec la compagne de son coéquipier, d'un coéquipier. Il a perdu son brassard. Il a même failli ne plus jamais être sélectionné. Il a fallu des circonstances atténuantes et pratiquement une sorte de mémorandum, si on peut dire ça comme ça, pour que plus récemment encore Neymar. Donc, lorsque ça se retrouve, votre vie privée, surtout de ce type, se retrouve sur la place publique, ça interpelle forcément les mœurs. Et cela peut interroger justement son entourage, parce que vous savez qu'il semble être récidiviste. Vous vous souvenez, lors du stage en Belgique, la fédération, et peut-être aussi c'est le lacisme justement de nos... à l'époque, c'était le président du comité de normalisation. À cette époque-là, le président du comité de normalisation, on avait servi une convocation à M. Clinton Ndiaye. Cela avait été tourné en dérision par lui-même et tout son entourage. On avait vu un communiqué après. On n'a même pas compris. La fédération allait même jusqu'à s'excuser avant plus tard de le blanchir à travers une session, je crois, je ne sais pas, c'était d'une assemblée ou d'un comité. Et il a été blanchi comme ça. Donc, il s'est certainement dit que bon, ça va. Et lorsque vous regardez même, lorsque vous suivez cette tanière, vous regardez certains comportements dans la tanière, on revient d'un fiasco à la CAN. Lorsque vous regardez les comportements qu'on a vécu là-bas, présageaient justement qu'on a le sentiment que certains joueurs ne viennent pas pour véritablement mouiller le maillot. Léger, quand on regarde le chapelet, les grains de chapelet des sanctions qu'ont écopé des joueurs qui étaient dans une position éthique pas assez stable, on se pose quand même la question. Pourquoi est-ce que la Fédération camerounaise de football ne s'est pas encore saisi de cette affaire, ou bien même son comité, sa commission d'éthique sur ce cas-là? On a eu le président de la fédération, Seydou Bombo Djoa, il était ici à Douala mardi dernier, dans le cadre de la réunion de l'INIFAC. Il a dit qu'il ne va pas s'exprimer pour l'instant, que la fédération devrait réagir sur cette situation, mais pas pour le moment. Comment est-ce que vous comprenez ça? Il faut dire que c'est quand même étonnant que, rendu à ce jour, la fédération n'ait pas encore pris... même notifié le joueur. C'est-à-dire donner sa position par rapport à cette histoire-là, parce que c'est quand même très grave. Et surtout, le joueur, jusqu'à présent, n'a pas encore présenté ses excuses à tous ceux dont la vidéo a choqué. On se demande comment est-ce que cette fédération, après que cette vidéo s'est retrouvée dans les réseaux sociaux, n'ait pas donné sa position. Dans une fédération sérieuse, on aurait certainement eu à convoquer le joueur de venir s'exprimer ou alors à donner des sanctions de manière conservatoire. Là, on a comme l'impression qu'on a un tout petit peu peur de pousser le pion. Pourtant, c'est un joueur, il appartient à l'équipe nationale du Cameroun, parce que ce que Ndiaye Clinton a fait est très grave. C'est le premier joueur en Afrique. Donc, une scène de sexe se retrouve dans les réseaux sociaux de manière aussi expressive. Donc, en réalité, et c'est quand même terrible. Charles Monge-Mouyeme, on se souvient quand même qu'au lendemain de l'élimination du Cameroun, lors d'une conférence de presse donnée au Caire par Seydou Bombo Djoa, il avait dit qu'il fallait mettre sur pied cette charte éthique au sein de la sélection nationale du Cameroun, et qu'elle était très urgente. Le ministre des Sports, même derrière, fait toute une cérémonie pour mettre en place... Petite précision, Marc, si vous permettez, avant que Charles ne prenne la parole, pour petite précision, ils se sont sentis, et la fédération et le MINSEP, le ministre des Sports est parti du Caire au lendemain du premier match
il n'a plus jamais remis les pieds parce qu'il était choqué du comportement des joueurs qui ont des joueurs. Donc, on se plaignait déjà de leur côté éthique qu'ils ne respectaient plus, le non-respect, le manque de respect, et qu'une situation comme ça arrive. Personne ne prend les devants pour ceux qui sont des responsables en charge de sport. Personne ne prend les devants pour véritablement donner une position claire. Alors, ça veut dire qu'on peut donc venir à l'équipe nationale désormais, faire n'importe quel bordel et partir sans être inquiété de quoi que ce soit. Charles Mongué-Mouyemé, c'est vrai qu'on ne doit pas enterrer le joueur, mais il faut quand même, quand on aime bien, on châtie bien aussi. Mais bien sûr, il ne s'agit pas de l'enterrer. Donc, moi, je crois que les gens dévient le débat à dessein. Parce qu'on est en train de faire un pays aujourd'hui où, dès que vous avez des affinités avec quelqu'un, vous devez le protéger mordicus, même s'il fait toutes les bêtises du monde. Ce n'est pas, Sylvain l'a dit, je vais le répéter pour que les gens comprennent très bien. Ce n'est pas l'acte sexuel qui est un problème pour... C'est l'acte sexuel sur la place publique qui pose un problème. C'est tout le problème. Maintenant, quand c'est sur la place publique et que ça a été vu par des personnes, vous-même, vous savez que la société va vous sanctionner. Je parle de la société, la grande société va vous sanctionner. Et dans ce cas-ci, Jay Clinton travaille avec 2 fédérations. La fédération de Russie, il avait déjà signé son contrat. Ouais. Donc, la fédération de Russie est concernée. Il est joueur international camerounais. La fédération du Cameroun est concernée. Il n'était pas volontaire. Ouais. Vous faites amende honorable. Vous dites, je présente mes excuses et je promets de ne plus refaire. Maintenant, je me mets à la disposition des instances chargées de la discipline dans ce genre de cas et je me plierai à leur décision autant que je peux le faire. Je pense que c'est un minimum. Ouais. Mais on pire, ne peut pas quand 4 jours plus tard, il y a encore rien. Charles, on a encore voulu tourner cette affaire en dérision en brandissant la thèse du hacking. Donc, vous voyez jusqu'à quel niveau les gens sont d'une inconscience et d'une insouciance sur ce qui choque la société et on tourne ça en dérision à chaque fois que vous le dites. Donc, moi, je pense que quand la fédération, le ministère viennent parler de code d'éthique aujourd'hui, ils enfoncent une porte ouverte. Voilà. Vous vous souvenez de Marrakech? Oui. Vous vous souvenez du vice-président de la fédération qui est venu avec un code que les joueurs devaient signer, les Matipétans, encore l'équipe nationale? Lors de la EGCOP. N'est-ce pas? Ouais. Il y avait déjà un code écrit, non? Que le pharmacien qui était vice-président, comment il s'appelle encore? Il était vice-président de la FECAFOU, pharmacien à Yaoundé, son nom m'échappe un peu. C'est lui qui le tenait, il s'en était vanté à l'époque. Quand vous prenez le décret du chef de l'État pour venir à la sélection nationale, il y a une sorte de profession de foi, je ne sais pas si c'est comme ça que je vais appeler ça. À signer. C'est prévu. De quoi parle-t-on aujourd'hui encore en termes On avait même amené les joueurs du côté de l'ENAM, je crois. Oui, l'ancien président avait même signé une convention avec l'ENAM. Au-delà de tout cela, pourquoi l'éthique ne concerne que les joueurs? Pourquoi l'éthique ne concernerait que les joueurs alors que les dirigeants font posent beaucoup de problèmes d'éthique? Qui met la pression aux sélectionneurs? Ce n'est pas un problème éthique. Quelqu'un est sélectionneur, il doit faire son travail. Vous ne le laissez pas le faire. Vous venez vous immiscer dedans parce que vous voulez placer vos joueurs. On rançonne les joueurs. Ce n'est pas des problèmes éthiques, ça. Donc moi, je dis que le cas de Jay Clinton, il faut que ce garçon se ressaisisse très rapidement. Il faut le cocher. Moi, je le dis depuis longtemps. J'ai compris qu'il était psychologiquement très fragile. Je l'avais dit quand j'ai vu ce gars flamber à Yaoundé contre la Côte d'Ivoire. En 2014. Et depuis cette époque-là, il n'a plus réédité quoi que ce soit. J'ai dit, il faut assister ce garçon, il faut le cocher parce qu'il marche à la psychologie. Malheureusement, Charles, ce que tu dis, je te prends 30 secondes, ce que tu dis est vrai, psychologiquement, il est un tout petit peu très faible. Vous vous souvenez que lors de la dernière CAN au Gabon en 2017, il avait refusé de saluer, de serrer la main à Roger Mila parce que Roger Mila lui a fait des critiques. Donc on a comme l'impression que lui-même, il a aussi abandonné à lui-même et qu'il n'y a personne autour de lui pour l'encourager. Il y a des gens autour de lui qui s'intéressent à l'argent au lieu de conseiller le joueur. Parce que l'incident, lorsque vous êtes Clinton J et que vous refusez de saluer Roger Mila parce qu'il vous a fait des remontrances, c'est extrêmement grave. Et cela devait même suffire pour donner une sanction. Roger Mila, c'est quand même une icône
et vous refusez de le saluer. Se permettre de vous faire critiquer. Mais vous avez par exemple vu Zambouanguis a payé les frais lorsque il a refusé de saluer Samuel Eto'o lors de la dernière CAN. Il a payé les frais, il s'est retrouvé au banc. Et vous voyez, donc c'est extrêmement grave. Et on a laissé passer. Lorsque vous allez le dire, son entourage va rapidement sortir pour vous traiter de... Donc moi, pour conclure, je dirais qu'il faut que Jay Clinton soit sanctionné et qu'il assume sa sanction, vraiment de façon stoïque. Parce que quand on est un homme, c'est aussi ça, assumer ses sanctions, ses bêtises. Il a fait une bêtise. De l'actualité donc de ce jeudi, on parle de la CAF, ça bouge à la CAF, messieurs. C'est à l'international, bien sûr, mais ça concerne également les pays africains qui sont membres de la Confédération africaine de football. Fatma Samoura est en train de plein pied au sein de la CAF, au niveau de l'instance. Elle a pris ses quartiers et beaucoup redoutent que cette arrivée soit la fin d'Ahmad, qui est le président, que c'est désormais la FIFA qui va diriger le football africain pendant 6 mois, voire plus, si les deux entités se mettent d'accord comme ça avait été prévu lors de cette réunion du comité exécutif. Ouais. Sylvain Kwame, vous étiez au Caire, vous avez assisté à l'Assemblée générale de la CAF. Ahmad s'est exprimé, il a donné l'impression d'un président assez faible, qui n'avait pas la main mise sur sa confédération. Est-ce que c'était nécessaire que la FIFA vienne s'immiscer dans les affaires de la Confédération africaine de football d'un? Ça, c'est la première question. Et de deux, qui dirige la CAF aujourd'hui? Non, je suis un peu amusé quand je suis souvent certains commentaires. Ça ne reste que mon avis. La grande curiosité quand même, c'est que Ahmad semble être présenté comme quelqu'un de très faible, qui a perdu pratiquement le contrôle. Mais curieusement, lorsqu'on était à l'Assemblée générale de la CAF, tout est passé comme une lettre à la poste. C'est-à-dire toutes les propositions de réforme qui avaient été faites, c'est passé à la poste. Est-ce que c'est pas parce qu'il avait écarté quelques membres, quelques dissidents comme Amadou Pinnick, le président nigérian? Non, je vais vous dire. Moussa Biliti qui a démissionné. Est-ce qu'il n'avait pas le champ libre? Non, quel est le problème de M. Pinnick? Vous savez qu'il est incriminé dans son propre pays pour une affaire de détournement. Et en réponse, lorsqu'il a été convoqué, il a évoqué le fait que les dépenses qu'il avait faites étaient pour couvrir les charges d'un déplacement à une assemblée, où je ne sais pas si c'était un comité exécutif de la CAF. Le Nigeria a dû saisir la CAF et la CAF a répondu. Donc, ils sont un peu partis dans cette vrille-là. Maintenant, qui a raison, qui n'a pas raison, je pense que les faits sont suffisamment clairs pour que chacun fasse son analyse. Pour le cas de Biliti, je pense qu'il y a eu deux soucis. Un souci sur les fonds de FIFA Gold. Ouais, FIFA Gold. Voilà. Projet de apparemment, les fonds auraient été virés dans un compte privé autre que le compte de la fédération. Donc voilà où se situe le problème et actuellement c'est en cours d'enquête. Et vous savez qu'il faut le dire de manière claire, depuis l'arrivée de M. Ahmad, c'est clair qu'il n'a pas travaillé de manière sereine parce que c'est normal dans toutes les sociétés. On peut accepter le changement, mais si dans la mentalité, on n'accepte pas de changer, ça va causer problème. Et c'est le problème que la CAF vit aujourd'hui. Les gens ont accepté le changement. Vous avez vu combien on a voté la CAN à 24, mais les gens ont critiqué, Pourtant, on a bien décidé tous qu'on va à une CAN à 24. On a décidé qu'il faut faire ceci. Après, les gens critiquent. Donc, ça veut dire qu'il y a un problème de mentalité. Et Ahmad, au regard de toutes les critiques, des accusations de viol, de détournement et tout, ça, c'est Ahmad. Il s'est donc dit, peut-être, on a le sentiment que c'est nous qui faisons mal. Appelons donc une instance externe pour essayer de venir voir clair. Et pourquoi pas faire un audit complet? Et dites-vous bien que si on veut véritablement ouvrir un audit à la CAF, beaucoup de choses peuvent être... Mais d'aucuns disent que l'arrivée de la FIFA à la tête de la Confédération africaine de football, c'est pour essayer de protéger Ahmad, parce qu'il était un protégé de Gianni Infantino, par rapport à ces nombreux problèmes qui courent derrière lui ces derniers temps avec cette interpellation du côté de la France, pour des problèmes financiers et autres de gestion au niveau de la Confédération africaine de football. Ils ont l'impression que l'arrivée de Fatma Samoura, c'est pour masquer un tout petit peu, protéger Ahmad au détriment des autres. Mais écoutez, si vous savez un peu comment ça fonctionne dans ces instances-là,
vous comprendrez que quand la FIFA vient, c'est pour se protéger elle-même. Ce n'est pas vraiment à Malte que la FIFA vient protéger. Il se trouve que si on ouvre les yeux, si on ouvre les placards de la CAF, on risque de déboucher à la FIFA et ça va sentir mauvais. Parce que les fédérations africaines sont utilisées parfois comme base arrière de blanchiment, de faux frais qui passent, etc. Il faut des fédérations faibles, comme on peut utiliser, on ne peut pas aller en Allemagne, demander à la fédération, couvrez-nous pour un projet Gold, on va faire ci, machin. Et donc, c'est en Afrique qu'ils le font assez souvent et dans les petits. Vous n'avez pas remarqué qu'à la FIFA, parfois, vous trouvez comme tes exécutifs, île Caïman, en Mauritanie, à Madagascar. Des gens qui sortent de pays quand même curieux sur le plan footballistique. C'est plus pour les blanchiments, les Caïmans, les Féroé, les trucs que vous trouvez des gens là, ils sont comités exécutifs. Non, je pense que la FIFA vient plus, à mon sens, se protéger. Donc elle vient regarder dans les comptes de la CAF pour effacer toutes les traces qui peuvent conduire à la FIFA. Dans le Vraiment, fameux Ahmad audit, ne compte pas. Dans le Ahmad fameux ne audit. peut pas. Oui, en fait, aujourd'hui, ce n'est pas que l'audit. Ce n'est pas que l'audit. La CAF est complètement sous la coupe de la FIFA. Et moi, je n'entends pas les souverainistes. Les gens qui me disent, on est souverain là, je ne les attends pas, même au Cameroun. Ouais. Parce qu'on dit que cette dame doit s'occuper, elle doit superviser la gestion opérationnelle de la CAF, c'est-à-dire le quotidien. La gestion opérationnelle, c'est le quotidien. Et on dit qu'elle doit, notamment les procédures liées à la gouvernance, à nouveau mode de gouvernance, elle doit les modifier. Elle doit veiller à ce que toutes les compétitions de la CAF soient organisées de façon efficiente et professionnelle. C'est-à-dire que les CHAN, tout ça là, les Coupes d'Afrique des clubs, en fait, on a l'impression qu'on est en train de mettre entre parenthèses toute la machine de la CAF. Que c'est Fatma aujourd'hui qui va décider du sens de la marche. Dans Toutes les commissions le de compétition, mode délégué général de la FIFA pour l'Afrique, c'est une expression, oui, c'est une expression bateau comme ça qu'ils ont trouvé. Je ne sais pas si elle existe dans les textes de la FIFA, ouais. Mais c'est une expression. Et puis, on vous dit qu'elle doit soutenir la croissance et le développement du foot dans tous les pays. C'est-à-dire que la CAF aujourd'hui, toutes ces commissions-là qui travaillent, commissions de compétition, etc., entre parenthèses, c'est la FIFA aujourd'hui qui bat la mesure, qui vous donne le rythme, qui vous donne le sens de la marche. Moi, je dis, elle est venue parce qu'elle sent que... Parce qu'on sort quand même d'un règne de 28 ans. Oui. Avec quelqu'un qui était très bien avec la FIFA. Ahmad arrive, promesse de campagne, je suis monsieur propre. Je viens remettre de l'ordre. Les gens fouinent, parce que son prédécesseur a quand même des réseaux qui travaillent. Les gens fouinent pour dire le monsieur propre là, lui-même, il n'est pas propre. Voici les preuves. Alors, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Le gars se dit, ok, j'ai compris, ces gars, s'ils veulent me salir, on m'interpelle à Paris, etc. Il faut que, monsieur de la FIFA, si on me prend, vous-même, vous n'êtes pas exempt. Vous savez ce que j'ai ici. Et le gars de la FIFA se dit, bon, madame secrétaire générale, parce que c'est quand même prendre la secrétaire générale de la FIFA pour venir s'occuper d'une confédération, c'est quand même que c'est sérieux et c'est grave. Ouais, on va sortir rapidement sur le sujet avec Léger. On a appris sur votre site que la directrice de la communication de la CAF a plié bagage, Nathalie Rabé. C'est pas anodin quand même. Ça peut-être que ça rentre dans les mesures de la nouvelle gouvernance, parce que vous savez que Madame Est-ce qu'elle ne craignait pas que ce soit une autre instance qui vienne du donner des autres, alors que c'est elle qui est de moment la patronne? Peut-être qu'au niveau de la Confédération africaine, on a senti qu'elle n'était plus la femme de la situation. Donc son départ a été acté depuis pratiquement 2 semaines là. Donc ça a coïncidé avec l'arrivée de Madame Fatma. Oui, bien sûr. Même pendant laquelle on savait qu'elle était sur le départ. Donc on n'était pas surpris que la nouvelle soit rendue officielle hier, qui coïncidait également avec l'arrivée de Madame Fatma à la tête de la Confédération africaine. Il faut aussi dire qu'elle ne va pas travailler seule, elle va travailler avec la collaboration de la CAF. Ce n'est pas comme si Madame Fatma venait travailler seule et mettre les employés de la CAF à côté. Parce que lors de cette assemblée au Caire, le président de la FIFA, Gianni Infantino, avait dit qu'il avait le choix. Il pouvait refuser cette collaboration, de venir un tout petit peu arranger les problèmes de la CAF ou alors arranger le mode de gouvernance de la CAF, parce que les employés de la CAF ou alors la CAF, elle était consciente qu'il y avait beaucoup de difficultés, que c'était
c'était difficile parce que même les employés pour travailler, ils avaient besoin des visas de tourisme. Même le siège, il n'avait pas de garantie. Donc l'État égyptien pouvait saisir ce siège-là comme ça. Et également, il fallait faire des audits parce qu'ils estimaient, ces membres de la CAF-là, qu'il y avait beaucoup de choses qui n'étaient pas du tout bonnes, qu'il fallait véritablement qu'une administration sérieuse ou alors que la FIFA vienne un tout petit peu leur aider à voir plus clair ou alors à arranger les choses. Et aussi, il faut rappeler que le choix de Fatma, c'est parce qu'elle aussi, elle est africaine. Et le choix aussi de la FIFA, c'est parce que Gianni Infantino est arrivé à la FIFA, il a essayé d'arranger. Vous savez qu'après le départ de celui qui était là, c'est dans le scandale que vous connaissez, Gianni Infantino est arrivé, il a essayé de stabiliser le bateau de la FIFA dans la tempête. Donc Ahmad a voulu s'inspirer de la méthode de Gianni Infantino qui a réussi à sortir la FIFA dans les problèmes pour la mettre sur des rails. Donc voilà le discours qu'il a donné ce jour à l'Assemblée générale. C'est 6 mois, la FIFA a 6 mois, Fatma a 6 mois pour gérer cette CAF, avec les membres de la CAF, avec une possibilité de rallonge. Donc forcément, ils vont travailler dans tous les services. Mais léger, quand tu dis avec les gens de la CAF, je veux bien, c'est pour ça que je dis qu'elle bat la mesure. Mais n'oublie pas qu'elle doit recruter une société internationale. Ouais. C'est elle qui va faire cet audit. Bien sûr. C'est une société internationale. On voulait une société qui va travailler à faire tout ce qu'on a dit. On y reviendra sur cette question. Rapidement, on prend la dernière actualité. On parle de Coupes africaines interclubs avec les représentants camerounais. Le champion en titre UMS de Loum et Stade Renard de Mélan, vainqueur de la Coupe du Cameroun, vont donc entrer en compétition le week-end du 9 et du 10 août prochain. En Ligue des Champions, UMS doit affronter nos amis d'AS Vita Club de RDC, un gros morceau sur la scène continentale. Et Stade Renard va également affronter en Coupe de la CAF au premier tour, dans au tour préliminaire, les Congolais toujours, la RDC, nos amis de DCMP, Daring Club Motema Pembe, qui est également un club qui a un lourd passé sur le plan continental et qui est un des grands clubs de RDC qui a terminé 3e du championnat de la Lina Foot du côté de la RDC. Quelques images justement des deux équipes qui font l'actualité en ce moment. Seulement, elles ont repris très tard le chemin des entraînements et les deux présidents de club, Pierre Kouemo et président Kuete, ont décidé de changer le staff des équipes et de changer également des joueurs. Il y a des joueurs qui sont sur le départ. On a à moins de 2 semaines quand même de la première sortie. Il n'y a pas encore de championnat camerounais. Il n'y a pas de stage, il n'y a pas de matchs amicaux. Mais comment on fait? Marc, vous me semblez surpris par un fonctionnement qui vous est familier. Laissez-moi en rire. C'est le quotidien du football camerounais. Malheureusement, c'est le quotidien du football camerounais. Je pense que la LFPC s'est battue à ce que ce championnat se termine beaucoup plus tôt pour s'arrimer au calendrier CAF. Sauf que malheureusement, elle ne va pas s'arrimer au calendrier CAF. À quoi avaient donc servi tous ces efforts de terminer un championnat tôt? Lorsque vous prenez une équipe comme UMS qui est passée maître en l'art de jeux de bancs musicaux, aucun coach, il faut le souligner, aucun coach qui a qualifié UMS à une compétition africaine n'a été le coach qui a disputé cette compétition africaine. Les joueurs... à l'image, on peut voir les anciens coachs d'UMS qui ont été débarqués. Les joueurs qui ont tout donné à ces équipes, généralement, pour avoir ces titres-là, sont tous balayés pour qu'on recrute de nouveau. Le nœud gardien de tout cela, c'est le respect des engagements financiers. Donc, vous comprenez qu'on est dans une situation où ceux qui sont présentés comme des dirigeants du sport n'ont aucun souci pour le sport. Ils ont certainement notre intérêt qu'un jour, ils nous le diront. Parce que jusqu'ici, on ne comprend pas comment un club qui veut se projeter dans une certaine durée, vers une certaine perspective, puisse fonctionner, c'est-à-dire même l'épicerie au quartier fonctionne mieux. Et quand vous voyez comment les autres s'organisent, je vous assure, je ne peux m'attendre à rien si ce n'est au miracle. C'est-à-dire nos clubs vont aller comme à l'accoutumée, rentrer après un ou deux équipes. On veut enlever la tête, le général, la tête. Donc voilà le combat des gens qui n'ont rien à voir avec le football. À la dernière Assemblée générale de la FECAFOOT, nullement il n'a été question de comment mieux préparer nos clubs pour aller reprendre les places africaines. Et on sent que ces équipes sont vraiment livrées à elles-mêmes. Comment est-ce qu'on peut faire une reprise des entraînements pour une compétition africaine à 2 semaines et qu'à 1 semaine et demie, on soit en train de changer les entraîneurs et changer les joueurs? Est-ce que vous pensez, quand on regarde le classement camerounais, classement africain des clubs, des pays,
avec les compétitions interclubs, je crois que nous sommes 20e. Ouais. Il faut rentrer dans le top 12 pour bénéficier de 2 places dans les compétitions africaines, que ce soit en Ligue des Champions ou en Coupe de la CAF. Quand on regarde ces équipes qui vont aller nous représenter, léger, on peut dire qu'on est battu d'office. Il faut dire que ça ne peut pas mentir parce que vous ne pouvez pas préparer une rencontre aussi importante de la Coupe africaine et que vous changez les entraîneurs. Ça montre bien évidemment que vous ne rêvez pas grand dans cette compétition-là, surtout du côté de Stade Rennais qui devait connaître son premier match international en compétition africaine. Donc on n'a pas compris pourquoi est-ce qu'on a décidé de se séparer d'Aboubacar Souleymane qui a quand même fait un très bon travail. Vous vous souvenez que lors de la phase de groupe, Stade Rennais a terminé en tête de sa poule. Stade Rennais a joué les play-offs pour le titre de champion. Ça n'a pas été, mais l'équipe a sauvé sa saison en allant quand même remporter la Coupe du Cameroun, le premier titre de cette équipe-là. Donc on n'a pas compris, mais selon les informations que nous avons, c'est qu'il y a une compatibilité d'humeur entre le président et le coach Souleymane Aboubacar. Mais je crois que le time était très mal choisi pour pouvoir le débarquer là, parce que lui au moins il a réussi à passer une saison du côté de Mélan. Donc je crois qu'il avait son groupe, il maîtrisait son groupe. Il pouvait mieux préparer ce groupe-là parce que de l'autre côté, le dernier club est en stage depuis pas mal de temps. Le dernier club est en train de se préparer. Mais au Cameroun, nous sommes encore en train de changer les entraîneurs. Et ils ont recommencé. Je ne sais même pas s'ils ont recommencé parce qu'il y a 2 jours, du côté de Mélan, la rentrée des classes, il n'y avait pas encore. Les joueurs étaient encore au quartier. Certains joueurs même étaient encore présents à Douala. Ils disaient qu'ils attendaient le président qui était en déplacement en Chine. Ça veut dire véritablement que, comme Sylvain l'a dit, on gère des clubs comme des épiceries. Si le président n'est pas là, la machine ne peut pas tourner. Si le président n'est pas content de la tête d'un coach, il peut partir. Ce comportement, alors cette manière de faire est visible à Loum depuis pas mal de temps, même si à côté de ça, il y a des résultats. UMS de Loum fait partie des équipes les plus compétitives, ou alors les équipes qui se qualifient une année sur 2 en compétition africaine, malgré le fait qu'elles boivent des entraîneurs tout le temps. C'est un fonctionnement dont on a pris pour habitude de regarder de ce côté-là. Mais je crois que la faute reviendra aussi aux entraîneurs. Je crois que si vous avez une grande corporation, une corporation forte, si un entraîneur est maltraité dans un club et qu'il le fait savoir, mais il faudrait véritablement que l'entraîneur, une fois qu'il soit parti, qu'aucun entraîneur n'accepte d'aller de ce côté-là. Mais on a comme l'impression qu'une fois que Kouema a mis un entraîneur de côté, le même soir, son téléphone sonne, c'est notre entraîneur qui demande son service, du coup, il ne peut pas vous respecter. Donc il faudrait véritablement que les entraîneurs aient une corporation forte pour défendre leurs droits, parce qu'on ne peut pas marcher sur leurs droits aussi facilement comme ça, et qu'ils acceptent ça. Donc le jour où ils vont comprendre ils pourront regarder dans la même direction. Je suis sûr qu'on aura pu des présidents de clubs qui peuvent chasser les entraîneurs pour des raisons qui ne sont pas valables. Alors parlons du terrain rapidement, Charles Mongué-Mouyemé. Vous avez l'habitude de suivre les clubs congolais dans leur campagne africaine. Stade Renard de Mélan a donc remercié l'entraîneur Souleymane Aboubacar à la veille de cette compétition africaine pour faire venir Bertin Iboulé. Engager Bertin Iboulé qui est avec Coton Sport, qui a déjà fait ses classes au Cameroun et dans les compétitions africaines. Il a assez d'expérience, on le sait. UMS de Loum a décidé de débarquer Laurent Jam, Charlemagne Bongo, ne pas donner ses arrêts de salaire, décidé de prendre un nouvel entraîneur, Charlemagne Bongo, qui est moins jupé et moins connu sur la scène des entraîneurs au Cameroun en termes de titres et d'aura. Et quand vous regardez la façon de fonctionner des clubs camerounais, le championnat n'a pas encore débuté. C'est le cas également en RDC où le championnat a débuté le 14 selon les informations de Michel Atiba. Mais sauf que les clubs congolais qui vont jouer sont déjà en stage et jouent des matchs amicaux de revol dans d'autres pays. Quand vous regardez un peu la façon de fonctionner des 2 pays, des clubs des 2 pays qui doivent s'affronter, il y a quand même... Oui, c'est qu'il y a un pays, la RDC, qui envisage de gagner une compétition, et il y a un autre pays, le Cameroun, où personne ne s'intéresse aux résultats. Ça n'intéresse personne de gagner une compétition africaine. Vous pensez bien que le président de la fédération, celui qui répond du football camerounais, vous dit en interview que ce championnat est bancal, qu'il ne le regardera pas, et qu'à partir de la saison prochaine, vous verrez son championnat. Quand un champion sort d'un tel championnat, que le président de la FECAFOOT déclare bancal, vous voulez que qui s'intéresse aux résultats. D'autre part, vos présidents de clubs d'ici, mais ils font autre chose que manager les clubs. Ils ont d'autres desseins avec leur club. Ils savent très bien tout ce qu'on dit là, qu'il faut un peu de stabilité sur un banc de touche. Léger, ne t'en prends pas aux entraîneurs.
Parce qu'en réalité, on instrumentalise la pauvreté dans ce pays. C'est ça le problème. Vous pensez bien que l'entraîneur qui arrive là, il se dit les rentrées arrivent. Un président me propose 1 million de francs pour que je prenne la place de mon collègue. Ça peut m'aider à préparer mes rentrées scolaires. Vous voulez qu'il se bombe le torse en disant je ne prends pas sa place? Il se dit je prends, même si c'est pour 3 mois, je reste 1 million et peut-être 1 ou 2 mois de salaire. On instrumentalise la pauvreté parce qu'on sait que ces gars sont démunis. Ils ont de gros problèmes pour vivre d'existence. Ils ne peuvent pas être orgueilleux, c'est difficile pour eux. Mais c'est à la personne, la structure qui organise le football de mettre des garde-fous pour que on ne puisse pas, dans le cadre de cette association qu'on appelle FECAFOOT, instrumentaliser la pauvreté des acteurs. Malheureusement, ce n'est pas ce qui est fait. Alors, moi, je dis, mais le dernier cas en date, c'est le cas Bamboutou. Vous avez vu comment la fédération belge n'a pas badiné quand son entraîneur est venu se plaindre de ce que j'ai été chiffonné. Elle a porté, c'est la fédération qui a porté l'affaire à la FIFA et la FIFA ne badine pas. Donc, malheureusement, comme nos entraîneurs n'ont aucun intermédiaire qui peut les amener à la FIFA pour poser ce type de problème. La FECAFOOT n'a pas le temps. Oui, malheureusement, je crois qu'on va, les décisions même souvent sortent en leur faveur. On va passer sur le sujet, on n'attend plus que les résultats. Parce que non, on attend juste que notre championnat... les scores, voilà, oui, peut-être les résultats, parce que moi, personnellement, personne n'y croit, même la présidente n'y croit pas. D'accord, le temps de passer au sujet majeur de ce soir, le sujet principal, avec donc la CAN 2021 du Cameroun à venir, après la sortie du ministre algérien des Sports. Ça a créé un tollé au Cameroun et ça nous rappelle malheureusement l'affaire de la CAN 2019 qui avait été retirée donc au Cameroun. Avant d'entrer de plein pied dans ce sujet principal, je vous invite à suivre cet entretien réalisé avec le président sortant de l'UNIFAC, l'Union des fédérations de football d'Afrique centrale, qui s'achemine vers une assemblée générale élective au Gabon le 31 août prochain pour élire le nouveau président et le nouveau bureau pour tenter de faire revivre l'UNIFAC comme elle était avant. Tentative donc de réponse dans cet entretien avec Gustave Ndong, président de la fédération guinéenne, équato-guinéenne de football et président sortant de l'UNIFAC. Nous sommes en compagnie du président intérim de l'UNIFAC et qui peut-être va briguer un autre mandat qui sera son premier. En tous les cas, Gustave Ndong est au Cameroun pour présider donc cette réunion du comité exécutif. Bonjour. Bonjour Michel le journaliste. Alors sur Canal 2, votre présence au Cameroun, sur l'UNIFAC, quelles ont été donc les raisons de cette réunion aujourd'hui? Oui, évidemment, la réunion d'aujourd'hui c'était pour fixer plusieurs points comme la date de l'Assemblée générale élective qui se tiendra au Gabon le 31 août. Donc, à part de l'Assemblée générale, on a parlé de compétition, qui est le côté très important de l'UNIFAC, parce qu'il faut que les jeunes, tous les jeunes de la sous-région, qui est l'UNIFAC, il faut la compétition. D'accord. Alors, sur le plan personnel, c'est vrai que le mandat que vous avez couvert n'a pas été assez long. Mais pour vous, concrètement, avant de se lancer dans ces élections-là, qu'est-ce qui est urgent pour l'UNIFAC? Quand on regarde les autres sous-régions, on a l'impression que l'UNIFAC est toujours à la traîne. Oui, on était en train de terminer le mandat de Michel Gajena qui est en prison. Et donc nous, à partir du mois d'août, on va connaître, la UNIFAC va connaître les nouveaux exécutifs. Et donc moi, je suis candidat aussi. Mais l'essentiel et le plus important de l'UNIFAC, c'est de faire des compétitions. Alors, pour les différentes catégories, dans tous les cas, on a remarqué également que la CAF a porté son choix sur l'Afrique centrale avec ses compétitions qui arrivent, le CHAN 2020 au Cameroun et la CAN 2021. Pour vous également, c'est une satisfaction? Oui, c'est une satisfaction parce que la CHAN, c'est une Coupe d'Afrique aussi, mais Coupe d'Afrique, on joue seulement avec les joueurs locaux. On a mis ça au Cameroun le mois de fin mai et principe de juin, qui est très bien pour nous, pour voir l'évolution du Cameroun pour la Coupe d'Afrique 2021. Et qu'en est-il de votre propre fédération, la fédération équato-guinéenne? C'est vrai qu'elle a des cannes féminines, l'équipe nationale n'a pas allé au-delà. Sur le plan des hommes, on a l'impression que les équipes nationales
en Équateur-Guinée sont légèrement en retrait. Qu'est-ce qu'il faut pour revenir au devant de la scène, surtout les équipes nationales et après les clubs? Oui, au niveau de la Fédération équatorienne de football, nous, on a un projet. On a trouvé que dans l'équipe des femmes, il y avait beaucoup d'étrangers. Et un titre on a éliminé. Maintenant, on travaille seulement avec les joueurs locaux. Donc, nous, on est en train d'améliorer notre projet et mettre en place une équipe de compétition. Alors, est-ce que la Guinée équatoriale, qui a déjà accueilli la Coupe d'Afrique des Nations, songe à accueillir d'autres compétitions en dehors de la CAN sur votre mandat, bien sûr? Oui, et je crois que parmi les points aujourd'hui qu'on a mis en place, la Guinée équatoriale va aussi alberguer les compétitions des femmes au mois de septembre. On est en train de voir aussi la CAN 2020 des femmes qui passe encore, c'est pas encore confirmé, mais en 2020, je crois que la Guinée équatoriale sera le pays pour alberguer la CAN des femmes. Cette dernière question, vous avez participé aux travaux de l'Assemblée générale de la CAF au Caire récemment. On a remarqué que depuis le départ, quelque sorte de Yahya Mohamed, que l'Afrique centrale, l'UNIFAC, n'est plus très en vue au niveau de la CAF. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez discuté aussi de la place de l'UNIFAC au sein de la Confédération africaine de football? Oui, on a discuté. Je crois qu'aux dernières assemblées générales de la CAF au Caire, on était élu, on avait mis un membre du comité exécutif qui est le président Pierre Alain, président du Gabon. Et jusqu'à aujourd'hui, on a au niveau de l'UNIFAC, on a eu aussi les vice-présidents qui est Constant Omari actuellement. On a un remplaçant de Michel Pinnick. Donc on est en train de voir l'évolution de la zone UNIFAC au niveau de la CAF. Merci. Merci à vous. C'était donc Gustave Ndong Edou, président sortant de l'UNIFAC, Union des fédérations de football d'Afrique centrale. Monsieur, on prend le thème majeur pour les 30 dernières minutes avec vous de ce programme. La CAN 2021 en question. CAN 2019, CAN 2021, bis repetita pour le Cameroun. Sylvain Kwambi, vous avez suivi cette sortie du ministre algérien des Sports qui a réédité ses déclarations sur RFI, également en disant que son pays avait été approché pour être le plan B du Cameroun en cas de nouvelle défaillance, alors qu'on est à plus de 20 mois de cette CAN. Pourquoi c'est sorti maintenant et pourquoi pas après? Si je veux aller sur la logique de Charles, qui estimait que c'est finalement Fatma Samoura qui a pris les rênes et qui doit gérer un certain nombre de choses, notamment s'assurer que les compétitions soient organisées. C'est pas de moi, c'est son job. Non, je dis, au regard du job description, vous estimez que c'est elle qui prend désormais les rênes. Oui. Voilà. Donc, dans ce job description, justement, on parle de la question des compétitions. Donc, pour ceux qui se sont amusés à dire que Ahmad n'aimait pas le Cameroun, j'ose croire que la FIFA, qui est extrêmement rigoureuse, si elle veut appliquer cette rigueur dans toute son étendue, au regard de nos habitudes qui veulent que c'est à moins quelques jours qu'on montre qu'on est les plus grands travailleurs, on ne sait trop de quoi, c'est clair que là, il pourrait avoir péril sur la CAN 2021. Mais si on travaille, on met toutes les infrastructures prêtes, même un an avant, et qu'on joue un CHAN qui puisse permettre de galop d'essai, parce que ce qu'il faut dire, c'est que le risque qui plane sur le retrait du CHAN pourrait impacter sur la CAN 2021, parce qu'on n'aurait pas eu une compétition qui nous servirait de galop d'essai. Donc, il faudrait qu'on fasse très attention. Heureusement que cette CAF, dans sa magnanimité, a fait la demande au Cameroun, si elle pouvait décaler sa CAN en juin, surtout avec les intempéries qui factuellement, et ça pourrait permettre, puisque la CAN se joint désormais en juin, de tester ces installations. Et j'ose croire que le Cameroun, certainement, va aller dans ce sens d'accepter ce décalage proposé par la CAF. Donc, ça nous donne quand même le temps de boucler l'essentiel des infrastructures et permettre que ce CHAN puisse
être organisé pour nous projeter sur la CAN 2021. Mais si ce n'est pas fait dans ce sens et que la FIFA, qui est désormais aux commandes de la CAF, selon Charles Mongue Mouyeme, si elle veut appliquer sa rigueur au regard de ce qu'elle-même organise comme compétition, je vous assure que le Cameroun, il pourrait avoir péril sur la CAN 2021. Mais j'ose croire que jusqu'ici, on n'en est pas encore là parce qu'on a 2 ans, si on accélère les travaux, et ça interroge sur le pourquoi. Vous vous souvenez que nous étions au Ghana lorsque on a été menacé avec la loi sur la cybercriminalité pour avoir annoncé justement que la CAN 2019 était retirée au Cameroun. Et après, quand le comité exécutif confirme cela, on s'est bombé le torse pour dire au jour du coup d'envoi de la CAN, toutes nos infrastructures seront prêtes pour démontrer qu'on avait la capacité d'organiser cette CAN. Mais malheureusement, aujourd'hui, on nous dit encore que les travaux sont à 80%, du réchauffé en quelque sorte, parce que ces pourcentages, on les avait déjà suivis 1 an avant qu'on nous enlève finalement la CAN 2019. Donc, ces chiffres sont en quelque sorte du réchauffé. Jusqu'aujourd'hui, les travaux n'ont pas lancé, par exemple, à Olembe. Du côté d'Omnisport, vous voyez bien que ça semble déjà être un désert pratiquement abandonné, puisqu'on ne voit pas les travaux se dérouler là-bas. C'est vrai que du côté de Japoma, c'est le plus actif et on peut bien voir combien on se bombe le torse à travers les réseaux sociaux, mais il faut rappeler que ce ne sont pas les photos qui organisent, les photos des sièges, de la pelouse qui organisent une CAN. C'est l'ensemble des infrastructures qui organisent une CAN. Et quand vous êtes du côté entre Yassa et Bonne 10, vous voyez que vous pouvez faire 8 heures de temps sur place. Et rater même 2 matchs de la CAN. Voilà, et rater même 2 matchs de la CAN. Si vous voulez contourner de l'autre côté en passant par, comment on appelle, vers Japoma même là-bas, la route là-bas est impraticable parce qu'il n'y a plus aucune vie sur cette route-là. C'est pratiquement des lacs qui ont pris place. Quand vous regardez, vraiment, les infrastructures ne sont pas prêtes pour pouvoir accueillir la CAN. Quand je dis les infrastructures, je ne parle pas des stades. Parce qu'à chaque fois que vous évoquez le mot infrastructure, on vous fait référence au stade, on vous balance les photos et on oublie souvent de vous présenter les voies d'accès qui conduisent à ces stades. On oublie de vous montrer les infrastructures hôtelières. Est-ce que toutes les infrastructures hôtelières sont suffisamment aguerries? C'est vrai qu'on a vu des visites où on nous faisait croire que c'est prêt, mais il faut encore... C'est vrai qu'il y a des hôtels qui sont très très avancés déjà sur la question. Il y a des hôtels qu'on a même créés. Mais il y a donc ce n'est pas encore prêt. Et vous vous souvenez que si on avait organisé la CAN et qu'on avait vécu le syndrome de ce qui s'est passé à Gao avec l'effondrement donc c'est pour ça qu'il faut vite finir les infrastructures et prendre le temps de les tester pour se rassurer qu'elles tiennent. Au Gabon, on vous a parlé des pelouses qui n'étaient pas bonnes du côté qui n'évacuaient pas rapidement l'eau. Qui n'évacuaient pas d'OIM. Il ne faudrait pas qu'on se retrouve dans cette situation alors qu'on sort d'une CAN où les gazons ont été gérés par l'entreprise qui a géré les gazons de la Coupe du Monde, la dernière Coupe du Monde en Russie. Donc, il faudrait qu'on finisse un peu plus tôt pour tester tout cela et se projeter véritablement. Charles Mongue Mouyeme, d'aucuns ont au fait de critiquer cette sortie du ministre algérien des Sports, sauf que dans sa déclaration, il y a un mot très important, on a été approché. Oui, cette déclaration est importante parce que il faut savoir que si vous êtes en position de direction d'une association comme la CAF, vous venez d'organiser une première CAN à 24 équipes. Vous avez dû la confier à un pays 6 mois avant la compétition. Et vous avez remis la même compétition au pays qui a été défaillant. Vous pensez que vous allez encore attendre 6 mois pour la confier à un autre pays? Si vous êtes un vrai manager, vous vous dites, monsieur, chat échaudé, craignant l'eau froide, comme c'est le même pays qui m'avait donné les assurances et n'a pas pu les tenir, je m'y prends suffisamment tôt cette fois-ci, parce que c'est eux qui étaient en Égypte. L'une des raisons qui peut expliquer le gradin vide en Égypte, c'est aussi qu'on n'a pas eu le temps de préparer tous les artifices pour faire aller les gens au stade, pour amener les gens au stade. On peut sortir des étudiants, on peut faire un certain nombre de choses, leur demander même de supporter telle équipe, etc. Mais ça demande du temps. 6 mois entre retoucher les infrastructures, etc.,
et créer des petits logos, faire des petits machins, c'était très juste. Créer un comité local. Et Aujourd'hui, surtout qu'ils ont voulu implémenter le système de Fan ID, parce que ce qu'il faut aussi dire, c'est que les billets étaient vendus. oui, mais Maintenant, sauf que si vous avez votre billet, si vous n'avez pas votre carte Fan ID, vous n'avez pas accès au stade. Donc le temps d'implémenter ça dans son entièreté, c'était court. devenu Donc, compliqué. C'est vers la fin de la compétition, si vous remarquez bien, vers la fin de la compétition, il y avait un peu plus de monde au-delà des matchs de l'Égypte, parce qu'ils ont essayé d'alourdir ce système après avoir discuté, et la CAF n'a pas voulu s'interposer dans ce système sécuritaire-là, parce que vous connaissez dans quel contexte. Donc moi je pense qu'il est normal que la CAF s'y prenne suffisamment tôt pour cette fois. Elle consulte les pays qui ont des infrastructures quasiment prêtes et attend donc que ces inspections, comme elles ont commencé, commencent au Cameroun. En ce moment-là, avec un plan B officiel. En fait, cette fois-ci, il y a un plan B officiel. Ce qui n'était pas le cas il y a... Non, ils avaient un plan B, mais il n'a pas voulu le dévoiler parce que le passage à Yaoundé peut vous changer votre vie. Donc, à un moment donné, devant le perron du palais, vous n'avez plus certainement toute la maîtrise de votre communication. Donc, je pense que c'est logique. Maintenant, que les gens s'en prennent à la Tunisie désormais, à l'Algérie, pardon, en remplacement du Maroc, c'est qu'on est parti sur les mêmes bases. Vous n'avez pas l'impression que vous avez déjà vécu ce qui est en train de se passer. C'est pour ça que je dis, attention, notre amnésie là, qui nous poursuit depuis un bon moment, parce qu'on est devenus tous amnésiques, on oublie ce qu'on a fait hier. On est sur les mêmes bases. Il a rappelé, les visites des mêmes stades. Non, les travaux sont à 88%. D'ailleurs, ici, c'est même fini. Et puis, vous parlez de sortie. Non, il n'y a pas de problème de sortie. Et puis, après, ils vous comparent, ils vous disent, oui, les gars qui étaient en Égypte, là, pourquoi ils ont fait plus de 200 km en voiture, ils n'ont pas géré. Vous avez une route de 200 km au Cameroun, laquelle elle est où? Une seule, donnez-moi une seule, de 200 km qui est bonne. Ça n'existe pas. De 10 mètres, comme vous partez à kilomètres, prenez d'abord un mètre. Les connexions Internet, vous en êtes satisfait? Vous pensez que les éléments là, vous pensez qu'on va encore mettre la VAR au quart de finale? On est sur de la mettre au début de la compétition. Dès le départ de la compétition. Vous êtes outillés pour ça. La chaîne nationale a déjà acheté ses Obivan en Chine complètement. Ils ont déjà tout ce qu'il faut. Ils ont deux. Non, je dis, on a 6 sites. C'est Lagardère qui produit pour la... Ah, c'est Lagardère qui produit. Elle pourra s'appuyer sur les Obivan. Elle pourra s'appuyer sur... Bon, tant mieux, heureusement, parce que pour la CAN 2019, il était question que c'est... Qu'est-ce que c'est la certitude? Mais la CAF, c'est le plus gros bijou de la CAF. Heureusement, parce que c'est une épine qu'on enlève. Donc moi, je dis, on est parti sur les mêmes bases. C'est ça qui est malheureux. On envoie des gens, ils vont sur les plateaux, ils vous disent que c'est bon, c'est terminé. Ils parlaient des photos sur les réseaux sociaux. C'est fait. Je ne sais pas ce qu'ils gagnent à faire ça. Pas pourtant. Ceux qui nous ont fait perdre 2019 ne sont toujours pas sanctionnés. On n'a tiré aucune leçon. On ne sait pas quel est l'état des infrastructures médicales et tout ça. On se relance dans le même rêve, avec les mêmes acteurs. Moi, c'est ça qui me... Je me dis, est-ce que ça, ce n'est pas une amnésie collective qu'on est en train de vivre comme ça? Et les mêmes causes produisant les mêmes effets, je vous assure que, personnellement, je sais qu'il y aura une CAN en 2021, mais je ne peux pas vous dire où, tel que je suis assis ici. Et ça n'a rien à voir avec le patriotisme ou l'antipatriotisme, c'est le factuel, c'est le réel sur le terrain qu'on voit. Les GTNC, c'est vrai qu'on a pris quand même une grosse avance puisque ces infrastructures devaient être livrées sur 2019. On a rallongé le temps, désormais 2021, juin 2021, on a un peu plus de 24 mois. Est-ce que quand on regarde les avancées des travaux, est-ce qu'il y a vraiment lieu de s'inquiéter sur tous les aspects? C'est vrai que j'ai fait un tour à Bafoussam, la ville est en chantier, il y a des embouteillages partout. Les stades de Bafoussam sont déjà livrés, on le sait depuis avec le dernier stade annexes, mais le gros problème c'est l'urbanisation de la ville de Bafoussam. À Garoua, les images qu'on a reçues de la visite de l'inspection de la CAF sont presque les mêmes d'il y a 3 mois lorsqu'on tournait notre émission Ainsi va la CAN au mois d'avril et mai. C'est inquiétant. À Douala, les stades d'entraînement de Mbappé Lépé et de Bonam Sadi n'ont pas bougé depuis 7 mois, depuis le début de l'année.
c'est le même visage qui s'affiche depuis qu'on fait en effet des tours. Non. On va dire que le seul endroit où il y a matière à regarder, ce n'est que Japoma qui est en train de poursuivre son Mais je son constate que complexe, vous alors qu'à Yaoundé- ne parlez plus du sud-ouest. Hein. Mais c'est pas compté, c'était pas Il y un a- site qui était compté en réalité. Ah bon? Ouais, c'est Non, non, ça le a été sud-ouest, rajouté c'était pour avec la le CAN. passage à 24. C'était pour la CAN avec féminine. 4, c'est ce mais que c'est j'ai dit. que ça fait C'est ce que partie j'ai de dit. ça fait partie des sites. Avec Donc on le estime passage que à 24, Mais là-bas, quand même, Nîmes est un site. Ben là-bas, quand même, Là-bas, on a des certitudes, on a on a des déjà les certitudes. infrastructures qui sont en place. Je crois que il n'y a pas trop Je crois que d'inquiétude c'est là-bas. beaucoup plus Maintenant, le structure tableau, hôtelière. maintenant, le tableau que vous avez peint montre bien évidemment qu'on a des raisons de Ouais. s'inquiéter. Olembe n'a pas payé les salaires aux On a des employés, raisons. donc le stade est vide, le Voilà. chantier est vide à Olembe. On a des raisons de s'inquiéter parce que si, au lendemain du retrait de la CAN au Cameroun, si on avait continué à travailler, si on pouvait plus être à ce niveau de parler encore de pourcentage, puisqu'il était dit que d'ici décembre, tout devait être OK. Ben, on a comme l'impression que les choses n'ont pas marché. Il suffit seulement qu'un ministre de la Jeunesse et des Sports de l'Algérie, tous, pour que toute la République du Cameroun se mette sans se dessus, sans se dessous. Ça montre bien évidemment qu'on a peur. On a peur de ne pas tenir les délais. Et vous savez, selon les tests, on a encore 20 mois pour livrer les chantiers, pour livrer les infrastructures. Est-ce que dans les 20 prochains mois, on sera capable? Ben, ça se voit quand même que dans la ville de Douala, il y a quand même quelques chantiers. Le stade est déjà, pour moi, comme vous l'avez dit, est déjà propre. Maintenant, il faudrait véritablement des voies d'accès, puisqu'ils sont encore en train de travailler là. Mais il y a d'autres secteurs, comme vous l'avez dit, le terrain d'entraînement de Bonamou Sadi, qui est là, à l'abandon. Le terrain de Bapélepé, qui n'est pas encore terminé. Bon, véritablement, j'espère que la sortie du ministre des Sports de l'Algérie va certainement pousser les décideurs à redoubler, à mettre les bouchées doubles pour pouvoir... C'est pour ça qu'il l'a fait. Voilà, pour pouvoir vite Je suis se mettre certain au que pas. c'est Ahmad qui lui demande de faire cette sortie. Parce qu'on n'a pas besoin de s'en prendre à ce ministre-là. C'est normal, comme Charles l'a dit. Tu as dit qu'il faut toujours Qu'est-ce qu'on doit faire? il faut toujours préparer un plan B. Il faudrait véritablement qu'on pense que la montre commence à tourner contre nous. Il faudrait travailler, il faudrait relancer tout. Parce que 20 mois, c'est rien. Ahmad a compris que vous ne travaillez que sous pression. Et quand on égratigne votre orgueil, je mets ça entre guillemets, parce qu'on Notre en a plus. fierté. Notre fierté. Je mets tout ça entre guillemets parce que non, ça n'existe plus ici. Mais je dis, Ahmad l'a compris. Donc, il a dit au ministre algérien, La jeunesse et des sports. fais une sortie, ces gars-là vont se bouger un peu. Parce qu'il sait que sa mission d'inspection arrive ici. Et quand vous parliez tout à l'heure de la répétition, c'est quoi? C'est qu'on fait une sortie. Au lieu qu'on voit que les chantiers avancent sur le terrain, on voit plutôt des sorties médiatiques pour s'en prendre aux Algériens, pour s'en prendre à la CAF, pour s'en prendre à tous ceux qui disent que voilà, nous on voit que les chantiers ne sont pas prêts parce que nous sommes sur place, alors vous êtes anti-patriotes. Donc C'est voilà, pour ça que j'ai dit voilà. qu'on est parti sur les mêmes Voilà. bases que pour celle de 2019. Et c'est le même scénario. Et je vous dis, C'est pas, si la CAN était prévue pour janvier, le CHAN autant pour moi était prévu pour janvier, c'est clair que C'est pas on devait possible. nous enlever bien sûr. le CHAN. Heureusement qu'on on est dans une perspective de repousser Non, ça c'est déjà- dès c'est juin. déjà Et je acté. pense même que C'est acté, au DS d'information, on voudrait même renvoyer ça à décembre. Non. Parce que justement, j'ai dit on voudrait renvoyer à décembre mais parce qu'on c'est- craint justement la saison qu'il fait actuellement. Sauf que... Par rapport à la période de juillet-juin. Sauf que c'est acté Voilà. à la dernière Assemblée générale auquel le président Edou de l'UNIFAC a dit que la CAF a arrêté la compétition du CHAN pour le mois de fin mai, début juin. Dans les 3 semaines, ce sera fin mai, début juin. Donc, Mais là, juste à la Fatma- fin des championnats Fatma africains. qui doit s'occuper des compétitions Voilà. pour les Donc. rendre. Est-ce qu'elle sera satisfaite d'une compétition qui n'a pas de date? Non, mais Maintenant, la Vous CAF êtes doit en train communiquer de les dire dates. que le CHAN aujourd'hui, On attend le calendrier. c'est Oui, de maintenant, on but. attend le- Sauf que le Charles, il y a calendrier. les éliminatoires qui sont en train de se se faire jouer, là, ouais. donc attendons de voir. C'est Peut-être que 3 le calendrier tours va maximum pour sortir. certaines... Ça a commencé le week-end dernier, donc les Oui, éliminatoires mais sont en train de se jouer. pour une confédération forte, il faut qu'on connaisse les dates des compétitions. Ouais, Parce que vous parlez de public là, tout le temps. Mais comment je programme mon déplacement si je ne sais pas à La quel date moment exacte. se déroule la compétition? Comment je m'organise avec mes amis? Comment on fait pour économiser, etc. On vous dit c'est en janvier. Après on dit c'est juin. Si j'ai mis mon congé en janvier pour y aller, vous décalez, vous pensez que mon patron aussi va m'accorder de décaler mon congé pour juin? Mais vous comprenez jusqu'à quel niveau la CAF essaie d'être diligente envers le Cameroun, bien qu'on la tente de ne pas beaucoup aimer le Cameroun. Mais vous voyez combien elle est en train c'est-à-dire elle a cherché tout un stratagème pour créer des glissements pour l'organisation de la CAN. Aujourd'hui, elle trouve des stratagèmes pour glisser
avec les dates d'organisation des compétitions, simplement parce que on tient absolument à ce que le Cameroun, qui se prévaut une grande nation, de football. C'est une grande nation. Oui. Non, je dis, une grande nation de football ne se définit pas par le nombre de titres qu'on a gagnés. Si, aussi. Oui, j'ai dit, voilà, aussi. Ne se définit pas uniquement. Voilà. Ouais. Donc, une grande nation se définit par la qualité des infrastructures, le programme de développement qui est mis en place, le nombre de licenciés. Voilà comment vous revenez de l'Égypte, léger. On va créer, c'est-à-dire, on dit souvent qu'on est maître en l'art de l'organisation, mais je peux vous dire aujourd'hui que, quel que soit le miracle qu'on va créer dans notre environnement actuel, on n'atteindra pas 60% de l'organisation de la dernière CAN. On a perdu la CAN 2019. Parce qu'au moment où il fallait travailler, les gens avaient un autre programme pour leur compte bancaire, et ils ont donc lancer une communication pour s'attaquer à tous ceux qui avaient des doutes. Aujourd'hui, la CAN est passée. On nous donne celle de 2021. Les mêmes sont en train de refaire cette communication-là pour qu'on n'ouvre pas l'œil sur les sanctions qu'ils méritent. Parce que le Cameroun attend les sanctions des gens qui nous ont fait perdre la CAN 2019. Et quand on s'embarque dans les querelles comme ça, on va taper sur l'Algérie. On va taper sur Sylvain parce qu'il a dit à la télé que lui, il sort d'Égypte, le Cameroun est un grand village. On va taper sur lui et tout ça. On va oublier ces personnes-là qui nous mettent dans cette situation-là. Et on va se retrouver donc en 2021. On s'est battu entre nous. On a noyé le poisson, mais on ne peut pas organiser. C'est ça le problème. Alors, Chan Mongué-Mouye, mais le Chan, on le sait désormais, on est un peu plus de 10-11 mois de cette compétition, puisque c'est un peu en janvier, c'est désormais fin mai, début juin. Non, on ne sent pas qu'il y aura une compétition au Cameroun. Quand on regarde les différentes entrées, est-ce que le comité d'organisation au niveau du ministère des Sports, on ne doit pas déjà se pencher sur le niveau de volet communication, déjà montrer qu'il y aura quand même quelque chose dans ce pays? Marc, ils ne peuvent pas. Ils sont encore en train de chercher l'argent pour l'Embe. On n'a pas vu le PCA de Pichini, il était ici. Il est venu prendre l'accord du ministre des Finances du Cameroun pour qu'il aille voir les banques. Quand vous êtes encore en train de chercher l'argent pour terminer le stade, vous avez la force de faire la communication. Comment vous allez faire? Ils ne peuvent pas encore y penser. Ils n'ont pas bouclé les budgets. Pourtant, le chantier avait été lancé. On estimait qu'il y avait tout l'argent. Oui. Moi, l'ambassadeur d'Italie... On est à quand même plus de 1000 milliards. Mais largement plus. Voilà. L'ambassadeur d'Italie, là, qui jouait la chef de chantier, je suis étonné qu'elle ne soit plus celle qui nous expliquait les préfabriqués. C'est elle qui nous a expliqué ce que c'est. Aujourd'hui, Pichini lui-même est obligé de venir parce que je crois que le nouvel ambassadeur a refusé de jouer ce mauvais rôle. Sincèrement, on ne peut pas communiquer. Et quand vous regardez même ces commissions qu'on crée, elles se sont réunies quand? Elles ne se sont jamais réunies. Certains de leurs membres avouent ça, notamment la commission de la communication. Depuis la création. Ils ne se sont jamais réunis. Quand vous prenez des fonctionnaires qui ont 10 autres fonctions, parce qu'ils adorent le cumul ici, il y a déjà 10 autres fonctions, te met encore dans une commission de préparation de la CAN. Ils n'ont pas le temps. S'il n'y a pas de perdième, ils ne viennent pas. Et il y a autre fait grave quand même, Charles, qu'il faut relever. C'est-à-dire, on organise une compétition première à 24. Vous êtes le second pays à devoir organiser la même compétition à 24. Et sur le terrain, vous n'envoyez pas des émissaires. Vous savez ce que le Qatar a fait? Le Qatar a envoyé des émissaires pour voir comment ça se passait en Russie. Ils ont posé des questions. Ils ont même organisé sur place des symposiums en invitant ceux qui ont travaillé dans le comité local d'organisation de la Russie pour s'en inspirer pour l'organisation de leur Coupe du Monde. Nous, c'était la balade, on monte, les photos, on descend, les selfies, les membres du comité et ainsi de suite. Voilà. On fait un tour à Yaoundé pour superviser une Coupe du Cameroun, on revient, des montées, descentes. Il n'y a eu pratiquement aucun émissaire pour essayer de s'inspirer de l'organisation égyptienne. Je dis bien rien. Vous avez vu un jardinier là-bas pour regarder le gazon? Voilà, j'ai dit rien. Les seuls éléments qu'on a pu faire, c'est que nous, on est parti, on a vu la qualité gazon. C'est un joueur
particulièrement Idriss Carlos Kameni, qui attire notre attention. On nous dit, est-ce que vous voyez même cette qualité de gazon? C'est-à-dire, quand vous voyez un professionnel de haut niveau qui vous le dit et qui s'incline pratiquement en face de ce gazon, alors ça a attiré l'attention. Et on est allé rapidement vers le monsieur qui est occupé, et il nous a expliqué. C'est là on a su que c'est l'entreprise qui avait géré les gazons de la Coupe du Monde qui était venue expressément pour gérer les gazons pour cette CAN. Donc vous voyez jusqu'à quel niveau les gens sont sérieux, mais nous, on n'a envoyé personne aller là-bas pour voir comment ils ont organisé, voir quelles sont leurs failles, pour savoir ce sur quoi on doit s'appesantir et corriger cela. Et même ceux qui ont au moins eu la chance de se déplacer et qui ont vu, vous ne pouvez pas les voir. Ne serait-ce qu'appeler, c'est-à-dire on ne demande même pas que mettez dans les commissions. Appelez, venez juste nous dire ce que vous avez vu, ce que vous avez constaté, ce que vous pensez qu'on peut faire. Ce n'est que ça. Ça ne sera pas fait. Et puisqu'on fait lorsqu'on va finir avec lorsqu'on va finir avec le griotisme et que par extraordinaire, on va finalement tenir la compétition, on va aller nous inventer des prix dans des pays pour dire que c'est la meilleure CAN organisée. C'est assez difficile, parce qu'il y a donc des raisons de s'inquiéter quand on regarde tout ça, même si le temps imparti est assez long pour y arriver, les Tienche. Est-ce que ces inquiétudes sont confirmées aujourd'hui? Déclaration du ministre des Sports algérien ou pas? Est-ce que vous sentez qu'il y a des raisons de s'inquiéter quand on regarde la situation actuelle? Les inquiétudes sont fondées. On a donné des exemples. Mais je crois qu'on ne va pas rester aussi trop alarmiste. Je crois qu'il y a quand même le temps pour rattraper, à condition qu'on prenne conscience que la montre, on joue la montre, il faudrait véritablement travailler, puisque le plan B est connu. Donc si on n'est pas capable, à moins de 6 mois, on va encore nous retirer cette canard. La CAF n'attendra plus 6 mois léger. C'est pour ça qu'elle s'y prend tout de suite. Parce que c'est la FIFA qui elle gère. Elle ne peut plus s'attendre. Ça passe d'abord par le CHAN. Si on n'organise pas le CHAN, ça va sentir le roussi pour la CAN. En réalité, il faudrait qu'on se concentre sur nos travaux. C'est-à-dire qu'on ferme les oreilles sur les déclarations extérieures, parce qu'en réalité, il y en aura toujours. C'est normal que la CAF ait pensé à un plan B. Donc il faudrait véritablement qu'on prenne conscience du danger du temps, parce que les stades qu'on a dit, les stades d'entraînement, ça ne bouge pas beaucoup. Il faudrait véritablement que ça bouge, parce que si on nous retire une nouvelle fois cette CAN, ben ça va être catastrophique quand même. C'est-à-dire qu'on pour vous, pas pour les autres. Ça va être catastrophique. En fait, nous tous, on est Camerounais, on a besoin. C'est vrai qu'il y a de grands investisseurs quand même. On n'a pas besoin de suivre une deuxième compte. Quand vous évoquez des craintes, on vous dit que vous n'êtes pas Camerounais. Et comment vous dites que vous êtes subitement? Les craintes sont là, mais sauf qu'il y a quand même du temps pour rattraper. Il y a quelque chose que nous n'évoquons pas, mais qu'il faut évoquer. Vous avez l'impression qu'on est en train de faire tout pour que les problèmes de guerre qui se déroulent au nord-ouest et au sud-ouest baissent. Ça fait partie des déterminants de cette CAN, la sécurité. Donc, tout le monde est en train de dire dialogue, dialogue, dialogue. Il y en a qui se raidissent, on s'insulte, on est au tribalisme, on est en train de semer une tempête dans le pays. Alors que, sachant qu'on a cette échéance-là, c'est les gouvernants qui devaient les premiers dire, les gars, calmons le jeu, on a un truc important qui arrive là. Mais comment vous pensez qu'on peut mettre ça devant l'école, par exemple, qui ne se déroule pas dans ces endroits? Comment vous pensez que ça va se faire? Les bourrasques qui arrivent, là, les organisations internationales que vous voyez s'agiter autour de notre problème de nord-ouest, sud-ouest, là, ne négligez pas ça par rapport à la CAN. Mais alors, pas du tout. On vous dit qu'il y a des déplacés internes qui viennent dans les cités où il y a les CAN. Il y a la CAN. Il y a la CAN à Bafoussam, il y a les déplacés là-bas. Il y a la CAN à Douala, il y a les déplacés ici. Il y a la CAN à Yaoundé, il y a les déplacés là-bas. Les événements récents de bonbonnières, de, je sais pas, de gaz qui explosent et tout, avec des grenades non dégoupillées. En plus, la situation sportive, il y a une situation politique à régler aussi. Mais il y a une grosse situation politique qui est même, à mon sens, l'élément le plus important. Parce que quand on va évoquer ça, vous n'aurez pas de parade. Vous présentez tous les stades que vous voulez. Maintenant, les commissions qui arrivent, prenez-les de chez le gouverneur du littoral pour aller à Japoma, n'arrêtez pas la circulation. Ils vont faire un rapport que ça fait 3 heures qu'ils sont entre l'aéroport et Borne 10, comme il a dit. Mais comment vous allez faire, etc. Non, je pense qu'on blague. Moi, c'est ça qui m'inquiète. On est un peu dans la jactance, oui, non, on est beau.
on est gentil, on a déjà trouvé les emplois obligataires au Cameroun en moins de temps que ça, donc ce n'est pas les stars qui vont nous dépasser. On l'a déjà dit, ça n'a pas fonctionné. On reprend le même schéma. C'est pour ça que je parle d'amnésie. Alors, Sylvain Kwambi, vous étiez, on le rappelle, au Caire pour cette Coupe d'Afrique des Nations. Vous vous souvenez que Hamad avait décidé de faire de sa première CAN une CAN référence. Et justement, en 2019, ça aurait dû être le cas au Cameroun, ce qui n'a pas été le cas. Lorsque vous regardez ce qui s'est passé en Égypte, vous le disiez en off, il y a eu quelques imperfections. Est-ce que vous avez le sentiment que la CAF n'est pas satisfaite de sa première CAN à 24 et qu'elle ne voudrait plus vivre la même chose en 2021 et vraiment réussir une compétition sur tous les plans, plan du public, plan de la sécurité, plan de la beauté, des matchs, des stades pleins et autres. C'est-à-dire que des points sur lesquels l'Égypte a un tout petit peu été défaillant, faute de temps. Merci justement à la CAF de nous avoir retiré cette CAN pour qu'on ne soit pas la référence de la honte pour cette première expérimentation. Il y a eu des ratés en Égypte. Ce n'est pas comme si on disait que là-bas c'était blanc comme neige. Il y a eu effectivement des ratés. Je vous prends un exemple. L'Égypte ne s'était pas préparée, et peut-être même la CAF n'était pas préparée à recevoir autant de journalistes pour se limiter seulement à ce fait. Il y a eu plus de 400 demandes. On vous parle de 3000 journalistes, 3000 journalistes, parmi lesquels 2000 journalistes africains. Incroyable. Donc, c'est la plus grosse demande de l'histoire de la CAF. C'est la plus grosse demande en termes de couverture médiatique de l'histoire de la CAF. Le système a bugué de la CAF, il faut le dire. Le système a bugué. Vous ouvrez votre média channel, vous voyez le nom d'une autre personne. La CAF est en train de refaire la CAF est complètement en train de refaire son système informatique. Elle n'avait jamais reçu autant de demandes. Son système a bugué. Oui, c'est ce que je dis. C'était en chantier, je crois. Oui, ils sont en train de refaire le système informatique. Fatma Samoura va s'en occuper. Voilà, Fatma Samoura, c'est et le nouveau site ressemble à celui de la FIFA. Vous avez vu que ça a créé un problème au niveau des espaces alloués aux médias. C'est-à-dire, vous avez des salles, des tribunes presse tellement exiguës qu'il y a même eu une bagarre entre les confrères algériens et les confrères sénégalais, parce que chacun se bousculait pour avoir une place. Quand vous avez la presse sénégalaise qui arrive avec une soixantaine de journalistes, la presse camerounaise qui arrive avec plus d'une cinquantaine. Quand on voit cette expérience, ça veut dire qu'il faut également augmenter le nombre de places. Ça veut dire que pour les zones presse. Ce sont des éléments qu'il faut. C'est pour ça que je m'étonne quand vous parlez de Bafoussé comme fini. C'est ce que je dis. Or, curieusement, pour ces visites, j'espère que quand vous qui avez par exemple fait les descentes, parce que moi pour vous dire vrai, j'avais décidé de ne jamais faire une descente tant que c'est avec les gouverneurs. Moi, nous on utilise d'autres créneaux pour avoir l'information. Donc, j'espère que vous avez au moins d'autres manquements en Égypte. Voilà. Donc, voilà un manquement et j'espère que nous, à notre niveau, on doit absolument corriger cela pour qu'on n'ait pas ce problème. D'autres manquements, il faut le dire, c'est que au niveau justement du transport, il y a eu quelques soucis. L'Égypte n'a pas suffisamment préparé les mesures de transport pour permettre, vous savez que les transports font partie d'une commodité importante et des délégations et même des médias qui arrivent. L'Égypte a vraiment fait le strict minimum. Ce n'était pas assez, contrairement à ce qu'on a vu ailleurs. Ce sont des éléments sur lesquels on doit s'appuyer. Mais même sur le plan de l'organisation. On a enfreint même les textes sur le transport. Oui, on a même enfreint les textes sur les distances au-delà desquelles il faut bon, c'est vrai quand même que les distances sont restées dans la marge. Parce que lorsque vous prenez la plus longue distance qui était entre Ismaïlia et Alexandrie, ça tournait autour de 340 quelque chose de kilomètres. Donc, ça reste dans la marge. C'est vrai qu'à plus de 300 kilomètres... C'est à plus de 200, plus de 200 non, plus de 300. Plus de 300, vous prenez l'avion. Et on laisse une marge tolérable, mais vous ne devez pas atteindre les 400 km pour prendre, sans pouvoir prendre l'avion. Donc, dans ces marges-là, quand même, la CAF a dû quand même un peu on a également relevé le problème des zones presse et des zones... Oui, je parlais justement, les zones presse étaient très petites. Oui, les zones presse... Je parle des zones mixtes aussi qui ont été improvisées. Oui, il y a je pense, au stade d'Alexandrie, la zone mixte a été improvisée. C'est la zone où on fait des interviews rapides. Oui, encore que bon, partout, ça se fait, c'est-à-dire les zones presse, lorsqu'on se rend compte que, surtout au regard de la forte demande, on ne peut plus faire la zone mixte
à l'intérieur du stade. On a oublié de la créer pour que ça puisse contenir tout le monde. De même pour les stades qui n'ont pas, par exemple, des grandes salles de presse, comme au Gabon, par exemple, vous avez vu, on avait créé tout un gros hangar à l'extérieur, bien aménagé, et qui permettait aux journalistes justement d'avoir suffisamment d'espace. Donc, au moins sur ces plans-là, pour nous qui sommes de la presse, on a quand même remarqué un certain nombre de choses qui doivent être améliorées pour la CAN 2019. D'accord, le temps imparti à ce programme Question de sport touche à sa fin. Je vous promets que jeudi prochain, on reviendra encore avec des images, cette fois-ci, de l'avancée des travaux. Et le ministère des Sports qui va également être à contribution de la prochaine émission de jeudi prochain à 21h30 avec d'autres éléments qui viendront avec ici sur l'avancée des travaux sur le plan du territoire pour cette CAN 2021 et du CHAN 2020 à venir. Il viendra avec des éléments et autres. On verra également le niveau d'avancement dans ces chantiers. Merci à vous, Charles Mongué-Mouyeme, d'être passé par ici. Je vous promets, peut-être pas tous, mais d'être là jeudi prochain. Merci à vous, les GTNT. C'est moi qui vous remercie. Et bonne chance à votre site, continuez votre boulot. Merci. Merci à vous, Sylvain Kwambi, d'être passé par ici. C'est nous qui vous remercions. Stop fin de questions de sport en direct du canal de tous les jeudis dès 21h30. J'espère qu'on sera des vôtres jeudi prochain. Quel est le rendez-vous? Bye.